Bonjour et bienvenue à tous. Pour ce premier épisode, nous allons rétablir quelques faits sur le code du travail au Moyen-Âge, qui, comme beaucoup d'autres sujets concernant cette période, est beaucoup caricaturé, que ce soit d'ailleurs positivement ou négativement. La législation du travail au Moyen-Âge a hérité de principes qui remontent à la haute antiquité, qui peuvent se résumer à cette locution traduite du latin « Ce qui concerne chacun doit être décidé en commun ». Ce principe est constitutif des corporations d'ouvriers de l'époque médiévale. Si les origines du système corporatif sont antérieures au XIIIe siècle, c'est seulement à cette époque que l'institution apparaît définitivement organisée. On les connaît grâce au livre des métiers rédigé en 1268 par Étienne Boileau, qui était le prévôt de Paris à l'époque de Louis IX. Ce livre décrit notamment les droits des métiers et l'organisation du travail pour plus de 100 corporations à Paris. Sans évidemment être représentatif de toutes les professions du Moyen-Âge, il nous donne les dispositions essentielles de la législation du travail qui restera en vigueur jusqu'à la loi Chapelier de 1791. La corporation s'organise avec 3 degrés de hiérarchie, avec les apprentis, les valets, aussi appelés compagnons, et les maîtres. Jusqu'au XIVe siècle, l'apprenti peut parfois prétendre à devenir maître sans passer par l'échelon intermédiaire. Et jusqu'à la Renaissance, cette organisation est considérée comme un moyen d'ascension sociale, car seule une minorité ne termine pas leur carrière en tant que maître. La corporation est un être moral, pas seulement uni par des intérêts communs, mais par un idéal. L'individualisme s'efface devant la grandeur de l'œuvre. À ce titre, nous connaissons très mal les maîtres d'œuvre des cathédrales. C'est une mentalité qu'il est très difficile à appréhender pour un homme du XXIe siècle. C'est une organisation collective fondée sur le principe de l'élection et dans une certaine mesure de l'autogestion. Pour assurer le respect des lois, chaque métier choisit parmi les maîtres les prud'hommes jurés, ou aussi appelés jurés. Il y a des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, ça se fait par une élection, ratifiée par le prévôt de la ville en question. Les valets et les maîtres étaient amenés à choisir un homme de leur propre métier. Il était interdit de prendre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un professionnel de la politique. Il y avait également dans certains métiers, comme les foulons, qui étaient des ouvriers du textile, des jurés pour représenter les valets et des jurés pour représenter les maîtres, en nombre équitable. Il y avait également des maîtres des métiers, mais leur poste était généralement honorifique. Seuls les jurés étaient les véritables chefs effectifs. Après leur élection, les jurés prêtaient serment de défendre la corporation et rentraient en fonction pour assurer la surveillance des contrats d'apprentissage et la protection des apprentis, la convocation du guet qui était rachetable, l'examen des candidats à la maîtrise, à la perception des droits, la réception du serment des nouveaux maîtres, la présidence des assemblées et la gestion des finances de la corporation, le contrôle de la fabrication et de la vente, le droit de faire des visites pour constater des malfaçons, dresser des procès-verbaux et opérer même des saisies. Le mandat du juré dure généralement 1 an. En principe, il n'y a pas d'âge minimum pour rentrer en corporation, même si la grande majorité des apprentis commençaient plutôt vers l'âge de 12 ans. À l'exception d'une redevance d'entrée d'apprentissage, aucune condition particulière n'est requise chez l'apprenti, sauf d'être accepté par un maître et d'être en mesure d'être formé. Il n'en est pas de même pour celui qui prétend accueillir un apprenti. Premièrement, il lui faut la maîtrise, un diplôme qui peut s'avérer très cher selon les métiers. Il faut également qu'il puisse garantir les intérêts de l'enfant, dont il aura la garde et devra devenir pour lui un instituteur. Mais surtout, ce qui unit les corporations dans l'ensemble, c'est l'obligation pour les maîtres et les jurés de s'assurer du bon traitement de l'enfant et du sérieux de sa formation professionnelle. Les jurés doivent s'informer du caractère du maître, savoir s'il est honnête, apte à diriger une éducation et si ses ressources lui permettent de nourrir et d'entretenir convenablement un apprenti. On procède alors à une véritable enquête. Les statuts empêchent parfois d'avoir plus d'un apprenti. C'est le cas des orfèvres, des cordiers ou encore des ouvriers qui travaillent l'étain. Le temps de formation va de 2 ans chez les cuisiniers jusqu'à 12 pour les fabricants de chapelets en corail. La difficulté du métier ne justifie en aucun cas la longueur de l'apprentissage. Il s'agit surtout pour certains métiers de limiter le nombre de maîtres. Par ailleurs, si l'apprenti est doué ou qu'il a fourni beaucoup de travail, ce temps de formation peut être écourté. Notons également que si l'apprentissage dure plus de 7 ans, la redevance d'entrée d'apprentissage est automatiquement gratuite. Chaque contrat d'apprentissage est vérifié par un juré. Ce contrat implique que les apprentis et les maîtres ont des devoirs réciproques. Les devoirs des apprentis sont les suivants. Ils payent une certaine cotisation pour la confrérie, sur laquelle nous reviendrons. Ils doivent loger chez le maître et ne pas quitter la maison sans l'autorisation de celui-ci. Ils doivent suivre l'emploi du temps que leur a donné leur maître. Le maître a sur lui un droit de correction. Si l'apprenti se montre indiscipliné, paresseux ou vicieux, le patron peut le punir corporellement. Il doit gérer cependant cette punition avec modération car il encourt des pénalités, des condamnations, des dommages et intérêts et même la prison. C'est un motif de résiliation de contrat.
En outre de l'apprentissage que le maître devait donner à son apprenti, il a le devoir, dit-on, de le traiter en fils de prud'homme, ce qui signifie l'héberger, le nourrir, l'habiller, lui fournir la lumière et le blanchissage. Il n'est pas rare de trouver dans les archives des fugues d'apprentis. Pour la plupart des raisons invoquées, ces fuites étaient justifiées par la légèreté de l'enfance, la nostalgie du foyer paternel, l'attrait du vagabondage, ou même la dureté d'un maître. Même après une fugue, le contrat n'est pas forcément rompu. L'apprenti a le droit à un délai pour retourner auprès de son maître, délai qui pour certains métiers pouvait atteindre jusqu'à 1 an. La plupart des corporations de métiers sont associées aux confréries. Ces sociétés composées d'artisans exerçant le même métier se donnent 2 buts principaux. Le premier est religieux et spirituel. Il invite à l'union de tous ses membres dans un même sentiment de piété pour prier Dieu et lui demander le bien moral et matériel des vivants, ainsi que le bonheur éternel pour les morts. Le deuxième est plus social, il s'agit de l'établissement d'institutions charitables destinées à secourir les vieillards, les malades et les infirmes de la corporation. D'ailleurs, la redevance d'entrée d'apprentissage va traditionnellement aux enfants pauvres du métier. Certains métiers comme les fourreurs de verre, précisons que le verre est un petit écureuil gris, ont réussi dès le XIIIe siècle à créer un véritable système de mutuelle. Tous les membres payent une petite somme chaque semaine qui leur est reversée en cas de maladie, en cas d'incapacité au travail, etc. La confrérie doit également veiller aux bonnes mœurs de ses membres. Il est théoriquement impossible de faire travailler un meurtrier ou un larron. Pour conclure, on peut noter que si la corporation est strictement hiérarchisée, elle se caractérise également par le fait que ceux qui ont le plus de pouvoir dans le métier sont élus par leurs confrères. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à me demander des précisions dans les commentaires. À bientôt!